talk avec vous. Comme vous le savez, le sujet de ce talk, c'est déjà, je vais me présenter, je vais vous parler un petit peu de ce que je fais. Et je travaille notamment sur la création de sites internet, le no-code et le SEO. Là, on va se focus sur le SEO technique. J'ai vu, Patrick, que tu disais ça va être la fête aux mots-clés, mais en fait, pas ce soir. Du coup, on ne va pas parler de mots-clés, on va vraiment parler de SEO technique parce que c'est lié en fait à la création d'un site internet. Donc, ce qui va nous intéresser ce soir, ce sont ces 3 sujets-là. Alors, petite question, vous pouvez aussi activer vos micros et si vous levez la main, en fait, je ne vais pas le voir. Donc, si vous avez des questions, soit vous me les notez pour la fin, soit c'est urgent, vous m'arrêtez et vous ouvrez le micro. Moi, je voulais juste savoir déjà si vous aviez un site internet, quel niveau vous aviez en fait au sujet du SEO. Est-ce que vous connaissez ce que c'est? Pas du tout. Je vous laisse m'écrire et je regarde ça juste après ma présentation. Nous, on a le micro ouvert, si tu veux. On peut... Je sais pas si tu préfères qu'on intervienne en direct. Ouais, là on peut, comme c'est le début, c'est parfait. Très bien. Moi, je veux bien commencer. Yes. Hello, donc moi c'est Benoît Lemierre, je suis de la société XL Secrets et on a créé un site sur Squarespace par nous-mêmes, mais vraiment à l'arrache, histoire d'avoir un petit quelque chose. Et j'ai tout à apprendre. Ok, ça marche. Et le SEO, tu sais ce que c'est ou pas du tout? Pour moi, c'est le référencement un peu naturel, on va dire, peut-être dans les métadonnées des photos, des mots-clés, des choses comme ça. Ouais, ok, très bien, ça marche. Et les liens, peut-être, aussi. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est très large, hein. Il y a tellement de choses. Mais c'est bien, tu as des petites bases, tu sais de quoi on parle. Et est-ce que les autres, vous avez des sites internet? Bonjour. Je sais pas si tu m'entends bien parce que je suis peut-être un peu éloigné du micro. C'est bon, je t'entends bien. Ouais. Alors moi c'est Jean-Michel, je suis accompagné Reda, on travaille ensemble en fait. Okay. Et en fait on a un site internet, on est même un créateur d'une solution qui crée des sites internet. Et en fait ce talk nous intéresse parce qu'effectivement on a peut-être des bases, enfin des connaissances en SEO. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais assisté à des talks, on a toujours été un peu débrouillard par nous-mêmes. Et on s'était dit peut-être le fait d'être plusieurs entrepreneurs de plusieurs sujets, ça peut être intéressant, peut-être même nous d'être à jour par rapport aux techniques, des référencements, et voilà quoi. C'est surtout de la curiosité et également de peut-être la mise à jour un petit peu SEO parce qu'on sait que ça évolue quand même assez rapidement selon les algos. Ouais, tout à fait. Ok, ça marche. Ok, très bien. Il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir ou j'avance? Alors, on a Patrick à distance qui a écrit dans le chat, je te remonte comme ça tu peux voir, c'est expérience WordPress avec le plugin Yoast SEO. Ok, du WordPress, ça marche. Et tu t'en es sorti, Patrick, ou c'était compliqué? Ça, c'est le temps que, du coup... Il y a les 3 petits points et ça écrit. Ah, ok. Les 3 petits points veulent peut-être tout dire. Ok. Bon, alors du coup, très bien. Camille, je veux bien que tu me dises après ce que Patrick aura dit. Il a dit pas de soucis, c'est automatisé. Ok, bon, très bien. Ok, bon, alors du coup, je vais avancer, je vais me présenter rapidement. Donc moi, je m'appelle Camille Vincenzo. Je crée des sites en no-code, notamment sur un logiciel qui s'appelle Webflow. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, comparé à WordPress, par exemple, WordPress, c'est 60% du marché. Webflow, c'est 1% du marché. Donc, on est encore sur quelque chose qui est très niché. Ceci dit, c'est un outil qui est très puissant. On parlera des différents outils après. Je mets en place des stratégies, excusez-moi, SEO pour des entrepreneurs comme vous. Et je suis coach en incubateur en France de manière générale sur ces 2 sujets. Donc, j'aide les entrepreneurs à créer leur site, à choisir leurs outils et à mettre en place leur stratégie SEO, du moins ce qu'ils peuvent faire sans être des experts SEO. Parce qu'il y a certaines choses qu'on peut faire en tant que débutant, des notions qu'on a juste à apprendre et à répéter, si je puis dire. Et après, ça se complexifie. Mais la première partie, en tout cas, n'importe qui peut le maîtriser avec un peu de savoir en amont.
Ok, donc je vais passer juste très rapidement sur la partie site internet avec quelques chiffres clés. Donc, on va parler des outils no-code pour créer un site, de l'impact du SEO technique, et ensuite je vous laisserai quelques minutes pour me poser des questions à ces sujets-là, peut-être plus personnalisées, comme vous le souhaitez. Juste dans le chat, il y a Patrick qui demande si Webflow c'est comme Wix. Non, du tout. Webflow, c'est un outil qui est plutôt fait avec du langage de dev, donc c'est bien plus compliqué qu'un WordPress ou un Wix. Et Webflow, en fait, il est ultra design. Il est axé vraiment sur le design et sur le graphisme des sites. Donc en fait, on peut quasiment tout faire au millimètre près, contrairement aux autres outils comme WordPress, où c'est vrai que si on veut de l'ultra personnalisé, il faut ajouter des plugins ou il faut ajouter du code. Wix, de mémoire, déjà en termes de SEO, il n'est pas super SEO friendly en natif directement. Et Wix, c'est du niveau vraiment très débutant. Je pense qu'il n'y a pas plus facile sur le marché, mis à part avec l'intelligence artificielle évidemment. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus simple. Mais plus c'est simple, moins c'est performant. Donc moins on peut aller s'amuser sur le design de son site, etc. Donc voilà la différence entre ces deux outils. On va en parler après, vous en faites pas. Ok, donc très rapidement, pourquoi créer son site internet? Parce que des fois, on s'en rend pas compte. Je vais juste vous dire quelques chiffres. Donc, il y a 60,8 millions de Français qui passent plus de 2 heures par jour sur Internet. Je crois qu'on est 68 millions, là, un truc comme ça en France. Donc, autant dire que c'est une bonne partie de la France. 83% de la population achète via un site Internet. S'il y a des personnes ici qui ont un site e-commerce, c'est le top. Vous allez voir après pourquoi également. On a 56% des internautes qui n'ont pas confiance dans des entreprises qui n'ont pas de site Internet. Donc, hyper important justement pour votre crédibilité sur Internet, également sur les réseaux. Ça va pas être le sujet aujourd'hui. Et 75% des consommateurs jugent la crédibilité d'une entreprise sur le design de son site. Toute l'importance, justement, d'utiliser un bon outil pour créer un site Internet. C'est vrai que plus un outil est compliqué, moins on a de capacité à l'utiliser, de compétences à l'utiliser, moins généralement le design sera sympa. Ça, c'est quand vous décidez de faire votre site tout seul. Okay ? Évidemment, si vous passez par des graphistes, vous n'aurez pas ce problème, mais sachez toutefois que c'est important. Également, donc là, petit point pour les sites vitrines, les sites e-commerce. Évidemment, ça augmente le chiffre d'affaires puisque on est plus visible, c'est toujours le même schéma. On atteint de nouveaux clients, on verra après pourquoi. Sachez que ce sont des études qui sont sorties, le panier moyen est plus élevé sur un site e-commerce. Voilà. On pourrait croire que quelqu'un qui va en boutique et qui voit des habits, des produits, des bouteilles, n'importe quoi, va être plus enclin à acheter. Et finalement, non, le panier moyen est plus élevé sur Internet. Ça accroît votre légitimité, votre crédibilité, je l'ai dit juste avant. Et vous pouvez vendre sur plusieurs marketplaces. On a beau critiquer Amazon. Amazon est quand même une très belle vitrine sur le monde. Ça augmente vos visites en magasin pour ceux qui ont la chance d'avoir une boutique ou un lieu où vendre. Vous pouvez vendre plus facilement aux professionnels. Ne jamais oublier ça. Ça dépend de votre modèle, bien sûr. Vous pourrez me dire dans le chat, d'ailleurs, s'il y a des personnes qui vendent des produits, également des services, d'ailleurs. Si vous vendez quelque chose sur Internet, est-ce que vous faites plutôt du B2B ou du B2C? Donc, vous visez plutôt les professionnels ou les particuliers, ou bien les deux. Voilà. Vous pouvez me le mettre dans le chat. Et vous pouvez mieux connaître vos clients grâce à l'analyse de données. Et c'est là qu'on peut passer un petit peu à la partie SEO. Est-ce que vous avez d'ailleurs déjà fait de l'analyse de données par rapport à vos sites Internet, puisqu'il y en a quand même quelques-uns qui ont des sites déjà construits? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites régulièrement ou pas du tout? Si quelqu'un veut se manifester, il peut. On regarde de temps en temps. Ok. Mais c'est vrai que, en fait, on regarde tous les jours.
Et ça fait des fois yo-yo, ça monte, ça descend. Avec, je crois, Google Search Console. Je crois que c'est pour savoir l'audience un petit peu sur les moteurs de recherche. Oui, tout à fait. Mais après, ça va pas trop au-delà, parce qu'on regarde, disons, vraiment la tendance globale, mais pas trop les détails. Et c'est peut-être ça qui pêche, quoi, chez nous. C'est voir justement comment les gens nous connaissent, comment on rédige, en gros, comment on peut se faire connaître, quoi. Ok, d'accord. Vous avez un blog, du coup, sur votre site, par exemple? On commence à créer des pages justement dédiées par rapport aux fonctionnalités qu'on propose. Et on a des outils d'analyse de mots-clés qu'on commence à appréhender. En fait, on a commencé ça il y a peut-être même pas un mois. C'est ça, Reda? Ouais, un mois. Et peut-être il nous manque un peu les bases, quoi, de comment prendre la problématique du bon sens, quoi. Du bon mot. Ouais, effectivement. Alors, on passera à la partie SEO après, mais effectivement, il y a pas mal de choses dans le SEO. C'est très, très large. Et effectivement, ça demande de prendre de tester, en fait, et de prendre un peu la main sur ces outils. Sachez toutefois que c'est difficile d'attirer de nouveaux lecteurs si vous ne créez pas de contenu sur votre site internet. Voilà. C'est bête et méchant, mais mine de rien, plus vous avez de pages référencées, et plus vous êtes visible sur Google, et plus vous êtes trouvable. Et donc plus de trafic, plus de ventes, plus de chiffre d'affaires. C'est toujours le même schéma, mais ça fonctionne comme ça. Donc n'hésitez pas à partir sur de la création de contenu sur vos sites internet qui soit lié évidemment à votre service, mais vous pouvez élargir d'ailleurs un petit peu votre vision. On en parle sur la partie SEO juste après. Ouais, d'accord. Au niveau des avantages, c'est ce que je disais, vous êtes trouvable grâce au moteur de recherche, et surtout vous êtes visible de partout et à n'importe quelle heure. Donc quelqu'un qui... je donne un exemple un peu au hasard. Quelqu'un qui cherche comment réparer sa porte à 4h du matin, il a beaucoup de chances donc, de tomber sur l'article d'un serrurier, de ne pas réussir et finalement de l'appeler le lendemain. Ça, c'est effectivement pas des choses qu'on peut faire sans Internet. Voilà. On a des horaires de la vie et qui font que on n'est pas ouvert à n'importe quelle heure. Donc, faire connaître vos produits, vos services à l'international, j'en ai parlé, et ça a permis d'avoir la main sur votre communication online, sur votre image et votre e-réputation. Donc ça, c'est assez important également en SEO. C'est en passe de devenir le 4e pilier du SEO, justement, la e-réputation. C'est la confiance que les gens peuvent avoir quand ils recherchent votre site. Vous connaissez très probablement Google My Business. Google My Business, c'est... quand vous faites une recherche, imaginons d'un McDo ou d'une entreprise indépendante sur Google, vous avez un petit carré, du coup, sur la droite de la page, avec la photo, le nom de l'enseigne et des avis avec les petites étoiles, et en dessous, peut-être les horaires, les jours d'ouverture. Ça s'appelle une page Google My Business, et ça fait partie de la réputation en ligne. Ok. Maintenant, excuse-moi, on va parler des plateformes en no-code. Ouais, on a juste une question. Ouais, bien sûr. Pardon, je parlais pendant que on était en mute. Google My Business, ça fonctionne aussi pour des sociétés qui ne sont pas forcément des restaurants, ou c'est pour toutes sortes de sociétés? Bien sûr, c'est tout à fait. C'est comme Trustpilot ou c'est... Alors, c'est différent de Trustpilot, parce que Trustpilot, c'est... c'est forcément, je crois que c'est forcément des avis vérifiés, mais c'est une entité indépendante. Donc, Trustpilot, c'est très bien, parce qu'il y a plein de gens qui vont chercher dessus pour avoir des avis. Ceci dit, c'est pas Trustpilot qui va permettre à ton site d'être mieux référencé. Alors qu'une page Google My Business, c'est complètement lié au moteur de recherche. Donc, tu as tout intérêt à bien travailler cette page, justement, et à être réactif. Par exemple, quand tu reçois un avis sur ta page Google, l'idéal, c'est d'y répondre dans les 2 heures pour montrer que tu es actif. Ou dans les max 48 heures. Passé 48 heures, il me semble que c'est... malheureusement, c'est comme si ça comptait plus dans l'algo.
et on a l'impression que tu n'es pas super réactive. Donc, on va moins te mettre en avant. La page Google My Business, au-delà de ça, elle te permet de targeter des villes. Donc, pour te donner une indication, donc moi, ma page Google My Business, c'est création de site internet en no-code, machin. J'habite à Strasbourg. Donc, j'avais mis Strasbourg uniquement. Mes clients à Paris ne me trouvaient pas, même quand ils tapaient mon nom. Parce qu'en fait, j'avais mis uniquement Strasbourg. Aujourd'hui, maintenant que j'ai rajouté des villes, eh ben, on va me trouver, effectivement, on va voir ma page Google My Business, on va voir les avis, et on va se dire, ah bah ouais, cette fille, cool, elle a de bons avis, etc., bah, je vais l'appeler. Okay. Donc, Google My Business, ça sert à ça aussi. C'est plus performant que Trustpilot. Ok, je ne connaissais pas. Voilà, donc c'est la page, je sais qu'il y a un nom qui est un peu plus, qui est différent du nom anglais de Google My Business, mais je l'ai plus en tête. Bon, en gros, c'est ta page entreprise sur Google, quoi. Ok, merci. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à la faire. Sachez, petit hack, enfin petit tips, si vous n'avez pas de boutique ou de locaux où vous recevez des clients, ne mettez pas d'adresse quand vous faites votre page Google My Business, parce que Google My Business n'accepte plus les adresses sans vidéo, comme quoi c'est bien une boutique, il faut bien filmer avec vraiment le nom de l'enseigne dehors, etc. Et dans ce cas-là, votre page Google My Business, elle n'est plus visible. Oui. Donc voilà, ne mettez pas forcément d'adresse, vous pouvez mettre une ville, ça suffit. Et si vous n'avez pas de boutique et d'enseigne, de bureau où vous recevez des gens. Voilà, petit tips. En tout cas, Camille, on a commencé à le faire pour une agence. Ils ont demandé effectivement de filmer, mais vu qu'on est dans un espace où il y a écrit Why Not Factory, ils ont refusé notre dossier. Ah oui. Ouais, et le tips que tu as donné de ne pas mettre l'adresse, je ne la connaissais pas, donc merci. On va essayer. On va essayer. Ouais, c'est assez... C'est cata. Je pense que c'est nouveau parce que j'ai fait plein de pages Google My Business avant où je mettais des adresses et clairement c'était des adresses de domicile, enfin c'était des auto-entrepreneurs, ça fonctionnait. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Effectivement, il faut mettre la vidéo, il faut que les vidéos soient hyper précises, hyper concrètes, sinon on ne peut pas mettre d'adresse. Donc voilà, il faut que tu enlèves l'adresse et que tu mettes la ville. Si jamais ça ne fonctionne pas, il faut aussi que tu fasses valider par un appel directement par les personnes de Google. En fait, ils t'appellent et ils te posent des petites questions pour pouvoir valider ta fiche. Voilà, parce que en fait, tu as peut-être déjà créé le bug en mettant l'adresse. Ouais, d'accord. Ça se réinitialise peut-être pas, voilà. Ok, donc on va parler de quelques plateformes en no-code. On est bien dans les temps, c'est parfait. Alors, comme vous savez, pour créer un site, vous pouvez faire du développement web. Développement web, donc c'est du code, c'est long et c'est complexe. Ça coûte aussi de l'argent, mais c'est adapté à certains types de sites internet. Si aujourd'hui vous traitez de la donnée ultra sécurisée, c'est important plutôt d'avoir au moins un complément si vous passez par une plateforme de code, au moins avoir un complément de quelqu'un qui développe en cybersécurité. Parce que les plateformes no code sont très bien, mais elles ne seront jamais aussi sécurisées qu'un bon dev qui vous a fait un plan béton sur votre site. Donc sachez-le, si vous traitez des données sensibles, moi ce que je conseillais, du coup j'avais eu une entreprise de la Why Not Factory qui voulait faire du traitement de cartes d'identité pour pouvoir valider des profils. Là, je conseillerais quand même de faire appel à quelqu'un qui est en cybersécurité parce que les plateformes no-code, on verra les différences entre les plateformes no-code, mais par exemple WordPress, ce sont les sites les plus hackés au monde parce que c'est pas si compliqué d'hacker un site WordPress. Je vous explique juste après. Vous avez donc des plateformes en no-code comme WordPress, Shopify, Webflow, Bubble, Wix, Doric. Je vais vous parler de 4 uniquement. Excusez-moi. Donc vous avez WordPress. Donc certains ici connaissent WordPress. WordPress, il y a 2 possibilités dessus. Il y a le WordPress gratuit. C'est-à-dire que quand vous achetez votre nom de domaine sur un serveur, type Ionos, Hostinger, vous avez peut-être déjà entendu tous ces hébergeurs web, OVH, vous avez accès à WordPress en open source. Open source, ça veut dire que du coup, vous avez accès à l'outil. Alors,
déjà de manière gratuite, mais surtout, vous avez accès au code, etc. Chose que vous n'avez pas sur les autres outils qu'on va voir ensemble. Le problème de WordPress open source, on va l'appeler WordPress open source, c'est que faites attention, si vous partez sur un WordPress open source, c'est tellement ouvert qu'en fait, ils ne font pas de setup en termes de sécurité, en termes de défense du site, en termes de sauvegarde. Donc, c'est à vous de le faire. Quand c'est à vous de le faire et que vous ne savez pas forcément le faire, eh bien, c'est là que peuvent arriver des bricoles. Donc, faites attention à ça. Si vous voulez partir sur un site WordPress qui est gratuit, faites-vous accompagner au moins sur cette étape-là. L'étape de sécurité, très important en SEO, de toute façon, et pour vous d'ailleurs. En sécurité et en défense anti-hacking. WordPress, vous pouvez également payer un abonnement sous environ, je ne sais pas, 20 € par mois, ça va de 20 à 80, ça dépend de votre modèle. Et là, WordPress, effectivement, s'occupe de tout ce qui est sécurité. Ce format-là, donc ce format qui est payant, c'est le format également de Webflow, de Shopify et de Doric, des CMS dont on va discuter après. WordPress, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, mais sachez que moi, je le compare souvent à Amazon parce que WordPress, on peut tout faire sur WordPress, mais l'interface, elle est terrible. Comme quand on cherche un truc sur Amazon, c'est terrible. On a plein de boutons partout, on ne comprend rien. Enfin, c'est cata. La navigation est vraiment terrifiante. Mais vous pouvez tout faire. Deuxième hic, WordPress, vous pouvez tout faire parce que justement, vous avez énormément d'extensions et de plugins que vous pouvez ajouter. Donc, si vous voulez faire du e-commerce sur WordPress, ça sera vous ajoutez le plugin WooCommerce, qui est un plugin exprès pour WordPress. Si vous voulez ajouter des étiquettes automatiques quand vous avez fait une vente, c'est un plugin qui génère des étiquettes automatiques. Quand vous voulez faire une analyse SEO, vous ajoutez le plugin de SEO. Sauf qu'à force d'ajouter plein de plugins qui sont à chaque fois mis à jour individuellement, de 1, ça peut faire bugger votre site, parce que vous avez des plugins qui sont mis à jour à des moments différents, de 1, et de 2, plus il y a de plugins, plus il y a de portes d'entrée au hacking. Donc voilà, faites attention, WordPress c'est sympa, mais il y a cette contrepartie-là. 60% du marché, ceci dit, donc voilà, il est quand même bien en place. Vous avez Webflow, donc Webflow, ça c'est sur quoi je travaille. C'est donc un outil qui est axé vraiment sur le design graphique. Vous pouvez faire des animations 3D, vous pouvez faire de la vidéo, vous avez plein de choses dessus. Vous pouvez créer des espaces membres. Sa limite, elle est plutôt au niveau du e-commerce, puisque le e-commerce n'est pas forcément adapté sur Webflow, sauf si vous vendez un ou deux produits en France, par exemple, ou des produits digitaux. L'interface n'est pas très étoffée niveau e-commerce. Par contre, si vous voulez une image de marque forte, Webflow est très, très, très fort pour pouvoir créer un site ultra personnalisé. Et il est SEO friendly. Donc, il y a pas mal d'outils SEO directement en natif. Et il est multilangue. Donc, si c'est quelqu'un qui est en Allemagne qui se connecte sur votre site, le site va automatiquement se traduire. Vous n'aurez pas à payer des wiglots ou des plugins supplémentaires qui font de la traduction. Donc ça, c'est plutôt chouette. C'est sorti il y a 2 semaines d'ailleurs. Shopify, si vous voulez faire du e-commerce, il faut aller sur Shopify. C'est incroyable. Il y en a peut-être déjà ici qui sont sur Shopify, de mémoire Squarespace. Shopify, c'est trop bien quand vous voulez vendre des produits. L'interface est ultra simple. La prise en main est vraiment simple. Vous avez un service client qui est disponible, franchement, je crois quasiment 24 heures sur 24 en anglais. Et pour la partie française, tous les jours, de 7h à 19h, quelque chose comme ça. Ultra réactif. Vous pouvez aussi ajouter des extensions, mais de manière native. Shopify fait beaucoup de choses. Pour du e-commerce, je vous conseille d'aller sur Shopify. Et Doric, ça, c'est si vous voulez aujourd'hui faire un site vitrine. Donc, ne pas vendre quelque chose en particulier sur le site internet et créer une vitrine de vos services, même peut-être de vos produits à venir, de votre portfolio si vous êtes freelance.
Doric, c'est absolument génial. C'est hyper intuitif. Vous avez des modèles de sites qui sont très, très bien. Ça ressemble un petit peu à Webflow, mais en plus simple, pour le coup. Et bon, le seul problème, bon, vous ne pouvez pas faire de e-commerce dessus, mais son avantage qui est non négligeable, c'est qu'il ne coûte quasiment rien. Il coûte, si vous partez sur des forfaits annuels, ça coûte 3,60 € par mois. Donc c'est rien pour héberger un site internet. Après, il faut que vous achetiez votre nom de domaine, vous savez un peu comment ça fonctionne. Le nom de domaine, vous l'achetez généralement soit sur votre hébergeur, soit sur Google directement pour un tarif de 12 € par an. Et vous payez ensuite un abonnement Doric pour 3,60 €, quelque chose comme ça. Donc voilà pour ces 4 outils. Donc vous avez un outil e-commerce, vous avez un outil ultra graphique, vous avez un outil site vitrine peu cher, et vous avez WordPress qui fait à peu près tout, mais vous connaissez aussi ses inconvénients. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-là? Moi, j'ai une question. Je voulais savoir, tu parles pas du tout de Squarespace. Est-ce qu'il y a une raison? C'est pas ta spécialité ou c'est vraiment dépassé? J'en ai aucune idée. Alors, je pense pas que ça soit dépassé. C'est un outil qui a sa place sur le marché. Ceci dit, bon, j'ai utilisé Squarespace, j'ai dû l'utiliser 2 ou 3 fois en tout. J'ai eu à chaque fois les mêmes problèmes et j'ai eu les mêmes retours de justement des personnes que j'ai accompagnées dans des différents incubateurs. On a tous la même chose et tu vas me dire si toi aussi c'est le cas. Squarespace, ça bug. Est-ce que tu as ce problème aussi où ça lag, c'est lent et tu es en difficulté pour justement avancer dans ta création de site? Non, j'ai pas eu ça du tout. J'ai eu des problèmes de, comment ça s'appelle, pas la réactivité, mais quand ton site doit s'adapter en fait aux différents formats, La responsivité. responsivité, ouais. Et Ok, j'ai dû rentrer dans le code pour mettre des limites en termes de caractères, de taille de caractères, ok. en allant faire du, je sais plus, CSS ou CCS. Ouais, ouais, CSS, tout à Ouais. fait. Dans le CSS. Donc j'ai regardé quelques vidéos YouTube et puis j'ai défini des limites qui me permettent en fait, encore une fois oublié le mot, d'avoir une bonne responsivité. Absolument. Ok, d'accord, ok. Bon, c'est le seul problème que tu as eu Mais j'ai en pas été réalité? très loin, sincèrement j'ai 3 pages, c'est pourri. C'était pour un événement en particulier, j'ai pas encore d'application qui tourne, moi c'était histoire d'avoir un petit site vitrine rapidos quoi. Ok, d'accord. Tu vois, par exemple, moi, je te conseille largement Doric, qui sera bien au-dessus que Squarespace, qui est hyper réactif, qui est hyper... franchement, c'est vraiment très, très bien si tu veux faire un site vitrine. Et pour le coup, à mon avis, Squarespace est plus cher, bien plus cher. J'ai payé à l'année Mais, là, donc ah, bon, tu vas rester sur Squarespace, mais tu sauras pour la prochaine fois que tu pourras peut-être aller sur c'est noté, Doric, par c'est exemple. noté. Voilà. Mais ouais, moi j'avais eu ce retour-là de pas mal de clients et moi c'est ce qui m'est arrivé parce qu'à la base, moi j'ai commencé par Shopify. Pour la petite anecdote, pas du tout par Webflow. Et je voulais faire mon site e-commerce sur ma première boîte il y a 3 ans sur Squarespace. Impossible. Ça buguait tellement, c'était cata que j'ai abandonné. Je suis partie sur Shopify et c'était très bien, ça fonctionnait très bien. Donc c'est peut-être aussi la partie e-commerce qui fonctionne pas sur Squarespace. Ouais, Peut-être que c'est possible. depuis, ils ont amélioré aussi leur outil, s'ils ont eu des clients qui leur ont remonté le problème, je sais pas. Ouais, mais très récemment, j'ai eu Ah justement oui, des personnes qui m'ont dit ouais, Squarespace, j'en peux plus parce que ça d'accord. rame. Donc après, peut-être, comme dit, ça dépend peut-être des thèmes qui sont installés, Oui. ça dépend peut-être des Oui, applications supplémentaires, des features, voilà. Donc si toi, tu n'as pas ce problème-là, bon très bien. Tu peux rester sur Squarespace. Je trouve que l'interface est plutôt chouette, les modèles de sites sont plutôt chouettes. Voilà, donc c'est pas un petit Squarespace, pas du tout, c'est déjà quelque chose d'assez sécure. merci. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? On passe au SEO. C'est bon. C'est bon. Ça marche. Très bien, ok. Alors oui, on passe bien effectivement au SEO. Ok, donc le SEO, c'est quoi? Je vous ai mis une petite définition. C'est l'ensemble des optimisations d'un site qui lui permet de ranker dans les résultats de moteurs de recherche. Donc l'idéal, c'est de tomber dans les 3 premiers résultats quand on cherche
votre service ou votre produit. Ok, on est d'accord que déjà à partir de après la troisième position, c'est un petit peu difficile d'être visible. Mais alors si on passe en page 2, là c'est terminé pour nous. On n'est plus du tout visible. Il n'y a jamais personne très peu de personnes en tout cas, qui passent sur les autres pages de Google. Okay. Donc le SEO, c'est ça. Ça permet d'optimiser l'ensemble des actions d'optimisation sur un site. Je vais vous parler des 3 piliers du SEO qui sont complètement complémentaires. Donc, ce qu'on disait, l'idée, c'est d'optimiser son site pour les moteurs de recherche, d'avoir plus de visibilité, parce que page 2, ou les méandres, alors après, c'est encore pire, mais voilà. Page 1, c'est strict minimum pour avoir un peu de visibilité. Et l'idée, c'est à chaque fois de surpasser ses concurrents. C'est à chaque fois de passer une place au-dessus de son concurrent, direct ou indirect, mais celui qui est au-dessus de nous dans la recherche, sur lesquels on veut être en top 3. Alors, juste pour vous donner une idée, pour ceux qui ne le savent pas, le SEO, c'est de l'organique. Donc, le SEO, c'est du naturel, c'est du gratuit. Ok, ce sont des actions qu'on va mettre en place, mais on ne paye pas pour mettre en place ces actions. Vous avez, à contrario, le SIA, donc le SEA, qui est clairement de la publicité payante. Quand vous faites une recherche sur Google, généralement, vous avez directement en dessous de votre barre de recherche le premier résultat, et celui-ci, c'est écrit sponsorisé. Sponsorisé, ça veut dire que l'entreprise a payé pour être en top recherche sur ce mot-clé. Donc ça, c'est du SIA. Et une fois qu'on a passé les sponsorisés, on arrive sur les résultats naturels, donc le SEO. Okay. Juste pour que vous ayez ça en tête. Alors, les 3 piliers du SEO. Donc, le SEO se compose en 3 piliers. La technique, donc, qui est liée à la structure de votre site internet. Vous avez la partie contenu, qui est liée à la stratégie de contenu, blog ou optimisation de vos pages produits, optimisation du contenu de vos pages de manière générale. Et vous avez le 3e pilier qui est la popularité. La popularité, c'est quoi ? C'est la notion de backlinks, notamment. Les backlinks, ce sont des liens qui redirigent vers votre site. Pour vous donner un exemple très concret, imaginons que sur la Why Not Factory, il y ait le visage, une page pour chaque expert, et que je sois référencée dessus, et que sur mon nom, on puisse cliquer sur mon site internet. Voilà. Ça, on appelle ça un backlink, parce que la Why Not Factory redirige vers mon site internet. Pourquoi est-ce que c'est important pour Google ? Parce que ça lui indique que votre contenu est de qualité, puisqu'on parle de vous. Voilà. Il y a différentes stratégies de netlinking. Si vous êtes relayé par Le Monde, Le Monde sera plus fort que la Why Not Factory, puisque Le Monde, étant un média ultra visité et très très fort, son backlink, son lien vers mon site internet aura plus d'importance et plus d'impact que le lien qui arrive de la Why Not Factory, par exemple. Ok. Et vous avez également toutes ces stratégies d'achat de liens qu'il ne faut pas forcément faire, puisque vous ne savez pas forcément quels sont les sites qui vous relayent, et si ce sont des sites qui ont été créés de toutes pièces pour vendre des backlinks, donc des sites un peu inutiles qui ne sont pas visités, etc., en fait, ça peut vous pénaliser, puisque les liens, en fait, sont de mauvaise qualité. Voilà, on peut dire ça. Okay. Alors, aujourd'hui, désolé, on va pas parler de contenu, on va parler de technique, puisqu'on parle de création de site internet. Je vais vous donner des exemples de parties techniques qui sont importantes dans la création d'un site internet. Alors, premièrement, il faut savoir que si la technique n'est pas respectée, vous êtes pénalisé par Google. Clairement, pour le coup, si vous faites bien la technique, vous n'êtes pas valorisé par Google, mais si vous ne le faites pas, vous êtes pénalisé. Okay ? Contrairement au contenu, c'est-à-dire que le contenu, s'il est mauvais, il ne se passe rien. Par contre, s'il est bon, vous allez être mis en avant par Google. Si la technique n'est pas respectée,
il faut savoir que votre site peut être illisible pour les personnes qui ont un handicap. Alors un handicap, la définition peut être très large, ça peut être autant quelqu'un vraiment de malvoyant, par exemple, comme ça peut être une personne âgée qui doit grossir juste ses caractères. Ça peut être quelqu'un effectivement qui est malentendant. Ou, voilà, ça peut être des handicaps au sens large et qui peuvent être aussi liés à la vieillesse, par exemple. Donc voilà, Google prend depuis quelque temps, mais beaucoup en avant, les notions d'accessibilité sur votre site. Donc les sites qui sont accessibles, donc notamment lisibles, sont aussi mis en avant par Google. Ils ont même créé un système de notation. Oui. Il y a une question? Non, ok. Donc c'est une question écrite, mais il y a moyen d'analyser l'effectivité des liens avec Google Analytics, non? Afin d'analyser notre taux de rebond, entre autres. Je sais pas si ouais, c'est... tout à fait. Ouais, voilà. Tout à fait. Il y a des outils donc, du coup, de SEO qui sont gratuits, qui sont créés par Google. Donc Google Analytics et la Google Search Console. Google Analytics, vous allez voir effectivement alors plein de choses. Vous pourrez voir si les personnes qui sont sur votre site utilisent un téléphone, utilisent un ordinateur, est-ce qu'ils sont sur macOS, est-ce qu'ils sont plutôt sur Safari, sur Chrome, enfin, où est-ce qu'ils sont dans le monde, combien de temps ils sont restés sur votre site. Et effectivement, vous avez l'analyse du taux de rebond qui est du coup une personne qui va sur votre site internet et qui ressort sans avoir visité d'autres pages. Excusez-moi. Donc, ce taux de rebond, en général, d'ailleurs, il y a un petit focus technique à avoir. Quand vous voyez qu'il y a un taux de rebond qui est super élevé, donc tous ces gens-là qui arrivent sur votre site et qui repartent, généralement, c'est qu'il y a un problème. Soit on ne comprend pas ce que vous vendez directement, directement quand on va sur votre site, on ne comprend pas votre valeur. Enfin, qu'est-ce que vous faites en fait? Pourquoi je suis sur ce site-là? On ne comprend pas tout de suite. Donc, directement dans votre bannière, bon, ça c'est de l'UX, de l'UI, mais directement, première page du site, premier encart, ou vous avez un problème technique qui peut être lié à la vitesse de chargement. Plus de 3 secondes, en général, les gens quittent votre site internet. Ça peut être un problème de visibilité si vous avez une vidéo, une image, un lien cassé, ça peut être plein de choses. Et effectivement, vous pouvez voir ça sur... Alors, vous ne pouvez pas vraiment le voir sur Google Analytics, vous pouvez voir ça sur la Google Search Console. La Google Search Console est plus spécialisée pour analyser les problèmes techniques liés au site. Analytics, c'est plutôt pour faire de l'analyse de données sur les personnes qui viennent sur le site. Mais quand vous voulez voir un problème technique, il faut switcher sur la Search Console. Ok. Et du coup, on en arrive au troisième point. Si votre site ne fonctionne pas bien, les internautes ne restent pas dessus. Ok. On va accélérer un petit peu. Je vais vous donner des exemples d'éléments techniques qu'il faut optimiser dans un site internet. Donc le temps de chargement, comme je vous ai dit, inférieur à 3 secondes. Vous pouvez faire des analyses de ces temps de chargement avec un outil Google qui est gratuit, qui s'appelle PageSpeed Insight. Vous pouvez juste copier-coller l'URL de votre site. À savoir que quand vous copiez-collez l'URL de votre site, c'est uniquement cette URL-là qui est analysée et non pas vraiment tout votre site internet. Donc si vous avez des pages produits, des pages blog, vous pouvez également copier-coller cette URL pour analyser ce temps de chargement. Vous pouvez l'analyser sur téléphone comme sur ordinateur. Sachez que Google favorise l'analyse mobile. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup plus sur nos téléphones que sur notre ordinateur. Donc, il faut absolument que vous optimisiez votre format mobile parce que c'est le premier qui sera pris en compte par Google. Vous avez donc la structure des URL. Dans la structure d'une URL, il faut veiller à éliminer tous les mots qui ne servent à rien. Par exemple, si ma page, c'est croquette végétarienne ou croquette à base d'insectes pour petits chiens, voilà, mon URL, ça ne sera pas ça. Ça sera croquette, insectes, chiots, par exemple.
petit chien, parce que ça dépend, hein, l'histoire de chien, c'est encore une histoire de poids, machin. En gros, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas mis croquette à base de, ça on l'enlève parce que ça ne sert à rien. Le mot-clé, ça va être croquette, insecte, chien. Donc vous enlevez tous les éléments qui ne servent à rien, les le, la, et, ou, de, etc. Tout ça, vous l'enlevez parce que nous, on veut qu'il y ait uniquement les mots-clés dans les URL. Ça veut dire qu'il faut mettre à chaque fois les mots-clés dans les URL, quoi. Ça, je ne savais pas non plus. Ouais, bah, le mot-clé qui est notamment en rapport avec votre titre, le titre de votre page. Parce que chaque page, il faut réfléchir que chaque page de votre site, il est pour un seul mot-clé. Ok ? Un seul mot-clé, ça veut dire que ce mot-clé, il doit être dans votre H1. H1, c'est votre grand titre de page. Il doit y en avoir qu'un seul par page. Okay ? Donc le mot-clé, il doit apparaître dans votre H1. Il doit apparaître dans certains H2. Donc ce sera imaginons, titre d'un article. Première partie de l'article, ça sera un H2. Sous-partie, puisqu'il y a un développement, un peu comme les dissertations qu'on faisait quand on était petit, enfin à l'école, ça sera des H3, machin. Et puis on revient sur H2 parce qu'on passe à une autre partie, et ensuite sous-partie, H3. Mais H1, il sera tout seul. Il y en a toujours un seul par page. Il ne faut pas qu'il y en ait deux, et il ne faut pas qu'il y en ait zéro. Okay ? Ce mot-clé donc, apparaît dans votre H1, dans votre URL et dans votre contenu. Dans votre contenu, pour information, il ne faut pas qu'il y ait à peu près, faut qu'il y ait à peu près moins de 1% de ce mot-clé dans la page. Donc si vous avez un article de 1000 mots, faut qu'il y soit 10 fois au max. Ouais, c'est bien ça. 10 fois au maximum. Ensuite, vous jouez avec le champ sémantique du mot. Quand je dis le champ sémantique, c'est-à-dire que si je parle de croquette pour chien, je peux parler dans mon développement. De temps en temps, je vais dire croquette pour chien. D'autres moments, je vais dire alimentation canine. Canine, voilà. Après, vous cherchez des synonymes sur Internet, mais l'idée, c'est de jouer justement avec ce champ sémantique, puisque Google n'aime pas que vous répétiez 150 000 fois le mot-clé, parce qu'il se dit que là, vous êtes en train de le spammer. Vous avez également tout ce qui est profondeur des clics, donc sur votre site, pas plus de 3 clics pour atterrir sur une page, okay ? Parce que sinon, en fait, ça se perd dans le jus SEO de Google. Google, pour vous donner une idée, on appelle ça un crawl, c'est-à-dire qu'il va arriver sur votre page d'accueil, il va y avoir des liens un peu partout, puisque vous allez peut-être mettre en avant des produits, d'autres pages, vous avez un menu, etc. Et en fait, je pense que le crawl, c'est vraiment lié à la nage, je pense. Mais en gros, il va à chaque fois avancer lien par lien, page par page. Et au bout d'un moment, il ne va pas faire toutes les pages, parce qu'il est limité. Il y a des milliards, je pense, de sites internet à crawler par jour. Donc, il ne va pas faire tout votre site. Donc, vous avez tout intérêt à ne pas avoir une profondeur de clic qui est élevée. Donc, une navigation qui est assez claire, un maximum de strates pour arriver sur une page d'article de blog, par exemple. Okay. Vous avez également la notion du fil d'Ariane. Si vous avez des sites e-commerce, c'est intéressant. Le fil d'Ariane, vous savez, c'est quand vous voyez au-dessus de vos articles la catégorie de l'article avec une petite flèche avec le nom de l'article. Et vous pouvez, sans cliquer sur précédent, revenir à la catégorie. On appelle ça un fil d'Ariane. C'est vraiment pour suivre la navigation de votre site. C'est pas obligatoire, mais c'est un élément qui est assez intéressant en SEO. Vous avez l'optimisation des images, puisque chaque image doit être optimisée dans des formats bien spécifiques qui ne prennent pas beaucoup de place sur un site internet, comme le format WebP. Vous avez des formats SVG aussi en fonction des éléments que vous voulez mettre. Mais sachez que les images trop lourdes vont perturber le temps de chargement de votre site. Vous avez toute une notion également sur le nom des images de votre site et sur leurs balises. Les balises, on appelle ça le alt text. Donc voilà, ce sont des éléments qui sont techniques. Si vous ne l'avez jamais vu, là, je suis en train de vous perdre. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur ça. Moi, je voulais savoir excuse-moi, sur ces photos-là, quand on fait un clic droit maintenant sur une photo, il y a 1 milliard de métadonnées qu'on peut remplir, en particulier si on utilise un système comme Bridge.
Et je voulais savoir justement s'il y avait si c'était important de remplir toutes ces métadonnées pour le référencement ou si c'est ce que tu disais là, le alt, je sais pas quoi là, Oui. les alt data là, je sais plus ce que tu Ouais, avais c'est pour le le plus titre. important. C'est le plus important, c'est la balise alt, Balise parce que, alt. en fait, la balise alt, ce qui va se passer, c'est que quand ça nous est tous arrivé d'arriver sur un site internet et en fait, on a un problème de Wi-Fi ou de 4G, parce qu'on est à l'époque de la 5G, mais on arrive en 3G à un endroit un peu plus, peut-être il y a moins de réseau, et le site, on voit que du HTML, on voit plus la structure du site, on voit des liens, des noms dans ce bleu là, Word des années 2000, et des images qui sont cassées, et en fait, on voit pas le site dans son design. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit que du HTML, donc tout ce qui a été codé, on voit plus le design, donc tout ce qui est création graphique. Ok. À cet endroit-là, vos images, elles n'apparaissent plus. Par contre, ce qui doit apparaître, c'est le alt. Donc, c'est la description de l'image. C'est pour ça que Google, il fait très attention parce que si vous avez des bugs comme ça, ou ne serait-ce que pour l'accessibilité, donc il y a quand même des gens qui ne peuvent pas voir votre site et qui utilisent donc des readers pour lire votre site. Donc, quand il y a une image et que vous la décrivez, le système peut du coup décrire votre image à une personne non-voyante. Donc, ce qui est important, c'est la balise alt. Si vous ne la mettez pas, vous êtes pénalisé par Google. Mais c'est quoi la taille d'une description d'une image quelconque, de croquette par exemple? Après, faut pas faire forcément un roman sur la balise alt, mais tu peux la décrire en quelques mots, en max 6-7 mots. Tu vois, si tu as une photo avec un chien qui mange des croquettes, tu pourras mettre, je sais pas, chien labrador qui mange des croquettes à base d'insectes. De la marque, non, non, non. Tu vois, maximum, je fais pas un roman pour vraiment décrire l'image. C'est ça que je veux dire. L'idée, c'est qu'il y ait aussi des mots-clés dedans. Toujours. Bien Mais sûr. bon, des fois, il y a des images qui n'ont rien à voir avec le mot-clé. Donc, dans ce cas-là, vous faites une description d'image normale. Ensuite, bon, vous avez la sécurité du site. Ça, je vous en ai parlé avant. C'est tout ce qui est protocole, justement, les certificats SSL. Donc, c'est quand votre site, il y a écrit HTTPS au-dessus et qu'il y a un petit cadenas. Parce que si vous ne l'avez pas, en général, vous ne voulez pas payer sur un site internet parce que vous savez que vos données peuvent être hackées. Et le maillage interne, c'est de faire directement des liens dans votre site via d'autres pages de votre site. Voilà. Quand vous faites un article pour les croquettes pour chiens, vous allez vanter les bienfaits des croquettes à base d'insectes pour les chiens. Et vous pourrez, sur le mot croquette à base d'insectes, insérer le lien de la page produit de vos croquettes pour les insectes. On appelle ça du maillage interne. Donc ça, il faut le faire quand même... idéalement, vous mettez 3 liens dans un article de blog, par exemple. Et dans vos pages produits, n'hésitez pas à renvoyer vers d'autres produits. Et si c'est du service, n'hésitez pas à renvoyer vers vos pages d'histoire, les pages où vous vous présentez, etc. Vous pouvez faire des liens de cette manière-là. Ok, bon, on va avancer. On a que quelques minutes. Je voulais juste vous parler des points de vigilance. Je vais les survoler parce que là, c'est un peu plus technique, c'est un peu plus compliqué. Mais vous avez des outils qui vous permettent d'analyser les pages qui ne fonctionnent plus sur votre site. Donc, il y a les pages orphelines. C'est des pages où elles ont une URL, mais en fait, elles sont liées à rien dans votre site. On ne peut pas les trouver. Okay, elles ne sont pas dans votre navigation. Vous avez les pages dupliquées. Donc, les pages où peut-être que vous êtes dit que vous alliez faire un copier-coller de cette page produit. Et de coller exactement le même descriptif sur un deuxième produit. Donc ça ne marche pas. Google n'est pas très content sur ce genre de choses. Vous avez les pages supprimées. Donc voilà, les pages supprimées, il faut les rediriger, parce que sinon c'est une erreur 404. Et Google, pareil, pas content. Et les redirections, du coup, notamment sur les pages supprimées. Et dernier point, sur les sites en multilingue, on va pas en parler, l'optimisation des images, on en a parlé. Et pour diluer le jus SEO, alors créer le maillage interne, ça c'est très bien, on en a parlé. Par contre, ce que moi je vous conseille de faire également sur vos sites internet, c'est de ne pas référencer certaines pages. Parce que Google, comme je vous ai dit, il va naviguer sur votre site internet et il va se dire, ok,
Là, j'ai fait 10 pages, j'en ai marre, je vais aller sur un autre site. Et si ça se trouve, ces 10 pages, c'est pas du tout les pages que vous vouliez qu'il aille voir. Si ça se trouve, dans ces 10 pages, il allait voir vos politiques de confidentialité, vos mentions légales, tous ces trucs qui servent absolument à rien sur Google. Et pour vous, qui n'apportent pas de clients. Donc ces pages-là, idéalement, vous les désindexez. Vous faites en sorte qu'elles ne soient pas référencées par Google, parce qu'elles n'apportent absolument rien au SEO. Voilà. Alors, du coup, Pardon, mais s'arrêter là. comment on fait pour désindexer une page? Ça veut dire Alors, quoi? vous avez Alors, il y a plusieurs moyens de désindexer une page. Vous avez, alors, soit via des outils qui sont intégrés, des outils SEO qui sont intégrés à vos CMS, à vos outils type WordPress, Squarespace, etc. Sinon, il faut directement aller dans le fichier robot.txt ou dans le sitemap du site et il faut le générer. Faut le bloquer en fait. Mais ça c'est un élément que vous pouvez faire aussi sur la Google Search Console. D'accord. Non, alors Squarespace, je connais pas assez bien l'interface, mais attendez, vu que c'est les questions, je vais vous remettre en vidéo. Vu que top. Squarespace, je connais pas très bien, mais c'est sûr qu'il y a un espace qui est technique, qui est lié à la gestion des pages, à l'indexation des pages. C'est certain. Maintenant, où, je pourrais pas te dire. Oui, je vais trouver. Ouais, c'est certain que c'est quelque part. Il doit y avoir un setting de SEO. Si ça ne l'est pas, dans tous les cas, Squarespace, tu es référencé sur Google. Oui, on me voit. Ouais, donc ton sitemap est existant et donc ce document existe. Il est généré par Squarespace, très probablement. Donc, c'est dessus, c'est certain. Sinon, tu peux désindexer sur la Google Search Console. Il faudra que tu ailles dans tout ce qui est sitemap et que tu demandes à désindexer certaines pages. Tu as pas mal de documentation sur Google directement qui t'explique quel est le code que tu dois mettre pour désindexer des pages. Voilà. En général, c'est le slash avec le nom de l'URL. Ok, parfait. En général, c'est slash mention légal. Mais Google, il va pas se dire, tiens, si on met pas nos conditions générales de vente, si on les désindexe, il va pas se dire, c'est une société qui est pas fantastique, finalement, elle a pas ça? Non, pas du tout. Google, c'est pas son job. Google, son job, c'est de savoir si vous avez mis des bons mots-clés, si vous avez bien fait l'optimisation technique. Donc, lui, il s'en fiche que vous ayez une politique de confidentialité, que vous ayez des mentions légales à jour, que vous soyez une société fictive ou pas. C'est pas du tout son job. Ça, c'est typiquement du droit et de la légalité française et de la réassurance auprès des clients. Mais Google s'en fiche. Très intéressant. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Désolée, on a un peu accéléré sur la fin, mais... Le timing est bon. Hein. Ouais, le timing, il est pas mal. C'est vrai. Oui, comme j'ai pris des questions en cours de route, c'est pour ça. Il y en avait moi plus j'en ai peut-être une sur, tu disais, les points de vigilance, les sites en multilangue. Ouais. Alors, les sites en multilangue... Alors, les points de vigilance sont... Alors, ça dépend de la manière dont on le construit. Mais vous avez plusieurs types de sites multilangues, notamment quand vous utilisez des outils comme des CMS. Vous pouvez créer des sites multilangues en sous-domaine, en sous-répertoire, et il y en a plein qui recréent des sites internet avec un autre nom de domaine. C'est pas forcément conseillé, ça, par exemple, parce que du coup, on se retrouve avec du contenu dupliqué. Souvent, ou bien deux noms de domaine qui sont très différents, deux sites internet différents, et on peut perdre du coup les internautes. Donc aujourd'hui, sur les CMS, vous en avez plusieurs qui vous permettent de créer des sous-domaines et des sous-répertoires. C'est à peu près équivalent. Il n'y a pas forcément de pratique qui est meilleure que l'autre. Sous-domaine, sous-répertoire, c'est quand dans votre URL, vous allez avoir https://whynotfactory.com. Et pour la version anglaise, ce sera //en.whynotfactory.com. Vous avez ce format-là qui joue sur le nom de domaine, donc qui est plutôt un sous-domaine, et le sous-répertoire qui sera
un https://whynotfactory.com/en/ et là, tout le contenu en anglais. Donc ça, on appelle ça un sous-répertoire. Donc vous avez 2 manières de faire. Comme dit, il faut juste faire attention parce que tout ce qui est même en fonction de vos cibles, tout ce qui est mots-clés, les targets ne sont pas les mêmes en France, en Angleterre, en Italie, etc. Et vous avez des outils qui sont très bien. Je vais vous mettre dans le chat. Par exemple, Answer the Public, qui vous permet de connaître les intentions, on appelle ça des intentions de recherche, donc ce que les gens demandent sur Google. Answer the Public, et vous pouvez choisir le pays et la langue. Donc voilà, la contrainte des sites multilingues, c'est qu'il faut idéalement, il faut tout réoptimiser en fait. Il faut changer vos métadescriptions, vos métadonnées, vos métatitles, les balises alt de vos images, ou du moins faire un tour et vérifier quand vous avez déjà un logiciel natif qui s'occupe de faire la traduction. Parce que les traductions ne seront jamais aussi bien, malheureusement, que quelqu'un qui parle la langue depuis sa plus tendre enfance. Et quand on fait un site sur un .com, si on fait tout en anglais, à la limite dans toutes ces métadatas, là, je ne sais pas comment on appelle ça, est-ce que Google il n'est pas capable de, même si après on va écrire en français, je veux dire toutes les informations qu'on ne voit pas forcément, qui sont derrière les photos, si on les mettait juste en anglais, ça ne nous ferait pas marquer des points. Et vraiment, ils préfèrent qu'un site soit complètement en français, même les choses cachées. Oui, parce que tu disais que les aveugles, en fait, enfin pas les aveugles, mais les malvoyants vont voir les descriptions. Donc oui, c'est important. Oui. Non, oui, c'est sûr que si tu veux faire une partie anglaise, une partie française, il faut que tu aies un sous-répertoire ou un sous-domaine. Il faut que ça soit divisé. Ou bien, il y en a plusieurs, par exemple, Weglot, je ne sais pas si vous connaissez, ils sont très forts, c'est un plugin, entre guillemets, qui se met sur votre site, et il vous crée directement les sous-domaines, donc 2 versions du site, version par exemple française et anglaise, et vous avez directement le sélecteur qui s'ajoute sur votre site. Et quand vous cliquez du coup sur le petit drapeau anglais, votre site, il switch, il passe sur le sous-domaine anglais, et il a tout traduit, mais également les balises, également les métadonnées, métatitle, métadescription. Enfin, il vous a traduit tout ce qui est possible de faire de manière textuelle, des fois sur les images et sur tout ce qui est SEO. Donc voilà, ça dépend de la manière dont vous le faites. Mais il y a tout intérêt à ne pas mélanger 2 langues dans le même site. Voilà. Ok. Et le fait qu'on ait un site qui soit traduit dans plusieurs langues, finalement, on a un site tout à coup qui est plus gros, donc finalement, on a un meilleur ranking aussi, certainement, vu qu'on s'adresse à encore plus de gens. Plus tu as un site avec différentes langues, plus tu es visible sur des moteurs de recherche à l'étranger. Donc oui, plus tu as de langues, si tu fais un site en anglais, c'est sûr que tu vas pouvoir sortir sur les recherches en Angleterre. Chose que sur ton site français, ça n'arrivera, je pense, jamais. Non, bien sûr, mais ce que je veux dire, est-ce que tu marques des points en France si tu es traduit en anglais, en chinois Parce que finalement, ton site est plus grand, il y a plus de liens. Excellente question. Alors, pas pour la langue, pas pour le facteur langue, pas pour le facteur page, mais pour le facteur visite. Donc, c'est-à-dire que si effectivement, tu as plein de visites d'Angleterre et que les gens ils restent sur ton site, ils sont hyper intéressés parce que c'est toujours le même cercle. Plus les gens restent, plus les gens naviguent sur ton site, plus Google se dit ouais, trop bien, ce site il est cool, les gens restent dessus. Donc oui, effectivement, ça peut impacter ton SEO de manière globale. Ouais. Okay. J'arrête les questions et je te remercie pour toutes ces réponses. Il n'y a pas de problème. Si tu as une autre question, tu peux y aller. Il n'y a pas de souci. Je me calme. Bien sûr. Bon. Ok. C'est très, Bon, très clair, Ouais. Merci beaucoup pour la présentation. Ouais, merci beaucoup Camille. Bon, vous avez compris, c'est un sujet qui est assez large. Ouais. Il y a pas mal de choses. On a parlé de quelques aspects du SEO technique, mais c'est un sujet qui est très très large. Et le contenu, on pourrait faire un talk de 3 heures aussi. C'est pareil. Il y a des vraies techniques, des vraies analyses à faire derrière. Et voilà. Mais sachez que vous avez raison de miser sur le SEO parce que aujourd'hui il y a beaucoup de sites
énormément de sites sur Google, sur les moteurs de recherche. Il y en a très peu qui font ce travail-là. Ouais, bah on a dit qu'on pourrait éventuellement essayer de te faire intervenir sur une soirée coaching un jour où tu seras de passage sur Paris, comme ça, si vous le souhaitez, si vous voulez faire plutôt des rendez-vous en petit comité pour avancer sur vos sujets précisément, vous pourrez peut-être reconsulter aussi Camille à ces occasions-là. Carrément. Bah ouais, idéalement, ouais, j'aimerais bien venir en janvier, donc affaire à suivre, je te confirmerai ça. Et puis après, bon, bah, il y a aussi le one-to-one, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions ultra personnalisées. Bah oui, si vous voulez que je vous donne les coordonnées de Camille, n'hésitez pas à me demander aussi. J'ai vu que tu l'as pris en photo sur la première slide. Donc, elle a une très très jolie coupe de cheveux, donc j'ai pris en photo directement. Mais en fait, je prenais pas qu'elle, je prenais aussi le petit QR code. Et donc, je t'ai ajouté sur LinkedIn. Ok, bon bah super. Je me doute. Super, bah merci beaucoup Camille. Bonne soirée. Joyeuse Halloween. Yes, bonne soirée. J'ai un petit moment d'ailleurs. Oui. Mais nous, on a bien décoré la Why Not Factory. Ça va être la fête ce soir. Mais oui. Bon, bah super. Ouais. Bon, bah, bonne fête d'Halloween. Merci. Bonne soirée, à très vite. Beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Salut tout le monde. Ciao. Salut. Ciao. Ouais, super, très sympa.